Salut tout le monde. C'est la revue de presse du monde moderne. Bienvenue aux nouveaux. Je vois première fois sur le chat de spectateurs. Bienvenue aux anciens. Bienvenue à tous. La fine équipe, la bonne équipe de la revue de presse du monde moderne tous les matins à 9 heures pour décrypter la presse des milliardaires comme on l'aime tant. Alors aujourd'hui, on va parler de sous-marins. Eh oui, on s'est fait niquer par les Américains qui ont vendu leurs sous-marins à eux plutôt que les nôtres aux Australiens. Alors, toute la presse est en émoi. Cherbourg tiendra bon. Naval Group aussi, ils ont plein d'autres commandes, tout va bien, mais quand même, c'est un énorme revers diplomatique. C'est vu comme une trahison, évidemment. Les Américains sont nos amis, c'est nos meilleurs alliés, mais bon, entre le fait qu'ils passent leur temps à nous écouter, à écouter le chef de l'État, le fait que bon, bah, ils nous fauchent des contrats dans l'armement, bon, c'est quand même des amis un peu particuliers. Merci de nous suivre chaque jour, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, Ban for Life. Alors oui, il y a les frégates, il y a plein de choses. Alors l'idée, pourquoi ils ont pas acheté aux Français, les Australiens? Parce qu'en fait, il est en train de se créer, et ça c'est les Chinois qui gueulent, en Asie-Pacifique, une sorte d'OTAN de l'Asie-Pacifique avec l'Australie, le UK et la Grande-Bretagne, pardon, et les États-Unis, pour contrecarrer l'appétit chinois dans la région. Et donc, évidemment, les Australiens se sont dit, mais c'est pas les Européens ni les Français qui vont venir nous aider quand ça va péter. Parce que bon, visiblement, tout le monde attend que ça pète. Hein. Ah non, mais c'est. Alors oui, parce que j'ai mis des petits messages sur Facebook où je faisais des tests pour voir si l'algorithme me reprenait un peu. Il suffit de mettre c'est génial Facebook sur Facebook et l'algorithme il te reprend tout de suite. C'est très drôle. C'est vraiment de la merde Facebook, mais bon, on s'amuse bien. Et donc voilà. Et donc il y a cette OTAN qui est en train de se faire. Donc tu sens bien qu'il y a de la tension dans l'air. Hein. Tu t'achètes pas des sous-marins nucléaires pour décorer ton pays, tu vois. Ou alors, bon, je sais pas. Et en même temps, je crois qu'on a définitivement perdu l'Australie parce qu'avec le Covid, là, ils ont totalement vrillé. Hein. Je sais pas si vous avez vu ces scènes en Australie où ils arrêtent un père parce qu'il n'y a pas de masse dans un jardin, où il y a des mecs qui sont arrêtés par la police tout en tenue antibactériologique parce que le mec avait pas respecté sa quarantaine. Sur les plages, ouais, attention, je vous rappelle que si vous n'êtes pas votre main sur la plage, c'est une amende, et si vous n'êtes pas au-delà des 10 kilomètres, enfin bref, bon, pour l'Australien. Et puis là, maintenant, ils vont avoir des beaux sous-marins nucléaires. Bonjour, les nouveaux brubris. Bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Hein, c'est de la vente d'armes, on va pas non plus pleurer. Hein, alors, c'est des contrats, c'était 56 milliards. Les Australiens disent c'est gentil, mais maintenant c'est 60 milliards, c'était un peu trop cher et trop lent en fait, Naval Group. Donc les Australiens ont gueulé et ils se sont dit bon bah allez, on va aller voir ailleurs. Ils sont allés voir du côté des Américains qui étaient tout contents. Et voilà comment s'est fait carotter un beau contrat pour des armes de destruction massive. Voilà. Il n'y a plus que les kangourous et les koalas qui tiennent la route, et encore, hein, quand ils sont pas cramés. Ah oui, en plus, tu peux prendre génial le lien qui veut être partagé par Clé2. L'Australie, la police peut désormais pirater, prendre le contrôle de vos comptes et vos médias sociaux. Super. Je dois dire que c'est vraiment de mieux en mieux ce monde. Ouais, il faut aimer hein, travailler dans un sous-marin. C'est vrai que c'est moins sympa que de travailler au siège du Parti de la République en marche. C'est particulier. Alors, le contrat du siècle, pourquoi l'Amérique torpille la France? Hein, ça, c'est la une du Parisien. Désolé, hein, j'ai toujours pas les images. Ça va venir la semaine prochaine. J'espère, je croise les doigts. Le Figaro, c'est crise diplomatique entre la France et les États-Unis, du contrat du siècle au camouflet de l'année. La France paie les pots cassés de la géopolitique. Et oui. Au-delà de la colère de ses dirigeants, sa réaction dira quelle place elle occupe réellement dans le grand jeu des puissances plutôt que de rappeler un ambassadeur ou de sortir de l'OTAN.
comme le suggère le bouillon Mélenchon, c'est sa capacité de rallier les Européens au projet d'autonomie stratégique qui peut faire la différence. L'urgence est là. Alors bon, si en plus on essaie de faire une armée européenne, ce serpent de mer qui existe depuis des années et qui n'a jamais vu le jour, ça va être encore plus compliqué. Mais c'est sûr que l'OTAN, maintenant, ça pose une vraie question. À quoi ça sert? Et alors, on commence à être habitué aux mauvaises manières de Washington. C'est plus que des mauvaises manières. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Surtout quand son industrie militaire est en jeu. Ce n'est pourtant que le début. La nouvelle alliance scellée autour de sous-marins à propulsion nucléaire projette une coopération étendue à toutes les facettes des guerres du futur, de la cyberdéfense à l'intelligence artificielle, l'autre technologie nucléaire, même non militaire. Un pays qui en était prudemment tenu éloigné jusque-là change les règles du jeu. Et oui, c'est une course aux armements qui va commencer pour le plus grand bonheur des vendeurs d'armes et pour le plus grand malheur des populations. C'est toujours pareil. Mon Dieu, l'humanité, j'en peux plus. Débrancher l'humanité, là, c'est plus possible. Bon. Tout ça, bien sûr, c'est à cause de l'agressivité chinoise. Hein. Canberra s'engage dans le bras de fer sino-américain au risque d'être obligé de suivre en cas de conflit ouvert. Parce que maintenant, on évoque même carrément comme ça des conflits ouverts. Tu vois, entre la Chine et les États-Unis, tellement ils se font la guerre. Alors, il faut dire qu'en Chine, c'est particulier. Hein. Il y a l'effondrement du géant de l'immobilier qui fait peur à tout le monde. Parce que si Evergreen, je crois que ça s'appelle, le fonds qui gère tout l'immobilier se crache, malgré les aides de l'État chinois, c'est tout l'édifice de cartes, hein, le château de cartes de la finance mondiale qui s'effondre aussi. Donc ils ont un peu tous les boules. Merci pour les level up. Merci de vous abonner, bien sûr. Merci de partager cette revue de presse, d'en parler autour de vous, de dire combien elle est formidable tous les matins pour comprendre un peu mieux les enjeux géostratégiques de la vente d'armes, mais aussi des conseils d'investissement en Bitcoin. Vous allez voir, alors Christine Lagarde, elle panique parce qu'elle se rend compte que là aussi, la BCE, plus personne n'y croit trop. Alors elle est là, non mais attention, les cryptos, c'est de la merde. Attention, mais nous, on va faire un e-euro, un euro numérique qui va être super. Tu dis, waouh, super. Bon. Bah oui, voilà, l'atlantisme français n'a pas été échaudé par Trump. Alors pour Biden, c'est open bar. Biden qui était quand même salué par toutes les rédactions comme le mec le plus super, le mec en or, quoi, tu vois, le GOAT, quoi. Eh ben que dalle. Bah non, c'est un président des États-Unis. Tu crois quoi, franchement? Il est là pour faire de la maille et asseoir la puissance numéro 1 mondiale, toujours à la place de numéro 1 mondial. Voilà. Alors, dans le Figaro, de quoi qu'on cause? Comment les Américains ont torpillé un contrat déjà mal en point? Bah voilà, en fait, voilà. Outre l'obsession stratégique, il y avait une perte de confiance puisque Naval Group a imposé des délais, une augmentation des coûts. Le contrat est passé de 35 à 60 milliards de dollars. Voilà, donc il y a eu quelques frustrations. Puis alors, les Français ont pété cool en SAV, en service après-vente. Apparemment, ils s'en foutaient un peu. Les Australiens se sont dit, vous n'êtes pas assez engagés parce que nous, ce qu'on veut, c'est quand même, on aimerait bien qu'on fasse la guerre avec vous si jamais qu'on doit faire la guerre. Alors du coup, bon, ils sont allés voir les Américains qui, eux, sont toujours prêts à faire la guerre. Ils adorent ça. Alors comme ils viennent de fermer l'Afghanistan, ils ont fait assez de thunes. Ils se sont dit, et si on faisait une nouvelle guerre? Oui, ou... Je sais pas, l'Australie, ils ont l'air chauds, là. Ils ont l'air bien chauds. Je dis, on vend des sous-marins, puis on voit si on peut pas taper après des petites îles dans le Pacifique. Ah, pourquoi pas? Allons-y. Dingue. Donc voilà, triple alliance dans le Pacifique. Mais voilà, non, mais comme je vous le disais, le Figaro dit que c'est un impact surmontable pour la filière navale française. Parce qu'on nous dit qu'il y avait des emplois, 650 emplois qui dépendaient de ce contrat. 60 milliards de dollars, 650 emplois. Un beau carnet de commandes solide pour Naval Group, bravo. Et Cherbourg reste sereine. Ensuite, à Paris, la colère monte autour des salles de shoot. Ouais, toujours, vous savez. L'idée, c'est d'encadrer la consommation de stupéfiants, de faire aussi un recensement des populations qui se shootent, de les aider à en sortir. Donc, on a fait des salles de shoot, mais c'est toujours dans les mêmes quartiers et les riverains en ont ras-le-bol. Voilà, en disant mais pourquoi vous faites pas ça, faites pas faire la Villa Montmorency par exemple, hein, là où habitent Nicolas Sarkozy et Bernard Arnault par exemple, ce serait mieux de la mettre là-bas, voilà, ou au pied de la fondation Louis Vuitton, ce serait pas mal aussi, mais bon, voilà.
Et puis alors il y a le bond de l'énergie, on en parlait dans cette revue de presse, le gaz qui augmente de 8,7%, parce que oui, on n'a pas prévu en fait qu'il fallait plus de gaz, et le gaz augmente, les Russes en livrent moins, puisqu'ils attendent que Nord Stream soit vraiment assuré pour dire ça va, on va vous filer un peu de gaz, mais voilà. Et puis de l'autre côté, c'est pareil pour les autres vendeurs de gaz, c'est un peu compliqué, et l'essence bien sûr qui est revenue à des niveaux stratosphériques de 2018. Ensuite, qu'est-ce qu'on est? Ah oui, l'autre nouvelle qui est dans l'international, c'est la mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui, l'émir de Daesh au Sahel, qui a été tué par un drone français alors qu'il roulait sur sa moto. C'est la politique du scalp qui permet en fait d'éviter trop de prolifération de djihad au Maghreb islamique. Et donc, la menace n'a pas disparu pour autant. Voilà, elle s'étend vers le golfe de Guinée. Dans le nord du Mali aussi, Al-Qaïda demeure une force d'autant plus menaçante qu'elle profite de la retraite du rival. Et le djihadisme prospère sur le terreau du communautaire, sur la pauvreté, l'absence d'État. Les succès militaires n'y changeront rien, nous dit le Figaro. Voilà, c'est bien triste. Et puis alors, on apprend Benalla. Vous savez, il y a le procès Benalla en ce moment, l'ancien factotum de Macron, qui a été aidé par Mimi Marchand, qui était quand même une drôle de barbouze à faire beaucoup d'allers-retours. Et donc, il y a l'histoire des passeports hier. Alors non, on n'a pas vu Macron engueuler les VRP de sous-marins, t'imagines? Ce que je disais quand même, tu vois Macron comme il a engueulé les athlètes qui revenaient des JO de Tokyo en disant « Moi, il n'y a pas assez de médailles, bordel !» Imagine, mais vous avez fait quoi avec les contrats de sous-marins alors, on va faire des profits, on va faire des cordées de la vente de dauphins. Donc ça va être compliqué. Quand même, qu'il est lamentable, ce néo-manager triste. Non, je voulais en venir, pardon de tous ces « je sais que ça vous insupporte, parce que je fais trop de « alors je vais arrêter. Comme ça, je pourrais mieux respirer en plus. Alors, au fil de l'audience, le tribunal se noie dans les procédures, les responsables, les petites mains, les coups de tampon que Alexandre Benalla maîtrise à merveille. Une chose est sûre, on apprend qu'entre le mois d'août et de décembre 2018, alors qu'il est déjà licencié de l'Élysée, on compte pas moins d'une dizaine de déplacements au Maroc à plusieurs reprises, en Turquie, en Israël, au Cameroun, au Congo, en Guinée-Bissau et aux Bahamas. Donc, Alexandre, tout ça, alors, il dit que c'était pour préparer sa reconversion professionnelle. Ah, petit cachotier, avec ses faux passeports, ses vrais faux passeports, puisqu'il n'en avait pas besoin, mais qu'il en avait deux quand même. Sacré Alexandre Benalla, quand même. Il est formidable, cet Alexandre Benalla. Les touristes spatiaux sont en orbite. Voilà, la capsule Crew Dragon, eh bien, il continue de tourner autour de la Terre. Vous pouvez leur faire coucou. Ça sert à rien, mais ils sont contents. Et on a ensuite, dans le Figaro, ah oui quand même, ça c'est le must du must, une belle interview de monsieur Louis Vuitton, Bernard Arnault, avec un publi rédactionnel de plusieurs pages, pour dire pourquoi il a appelé ça Louis, puisqu'en fait il y a pour célébrer les 200 ans de la naissance de Louis Vuitton. Donc là, on a le publi rédactionnel de plusieurs pages dans le Figaro, prénom Louis, Totem et tabou, l'héritage du fondateur, rencontre avec Bernard Arnault, c'est le Figaro légende, c'est incroyable. Portrait de Louis Vuitton, bien sûr, et histoire de la marque. Le luxe va très très bien, je vous l'avais dit. Pour les riches, il n'y a pas eu de crise du Covid, ça n'a rien changé. Et Bernard Arnault explique sa stratégie en disant que oui, Louis Vuitton est à la fois une marque de qualité et intrinsèquement d'innovation, en disant que Louis Vuitton, à l'époque, il a fait une start-up. Ah oui, voilà. Il a fait une start-up. Et voilà. Pensez-vous que le luxe va continuer à se développer sur ces mêmes dynamiques, puisque ça va très bien? Ce que l'on vit sur le plan économique est dû à l'extraordinaire croissance du monde depuis les années 1980, croissance du pouvoir d'achat aux États-Unis, au Japon, arrivée de pays à fort développement comme la Chine. Sans doute peut-on imaginer des soubresauts avec des crises périodiques.
Mais on s'en fout, parce que même en crise, on se fait plein de brousoufs. Mais le moteur économique fondamental est là, encore pour les prochaines années, sur le luxe lui-même, sur les produits. Le plus important, c'est l'authenticité. Je crois qu'il faut faire très attention à ne pas chercher la performance économique à tout prix, qui est aujourd'hui un peu plus facile à l'aune du monde digital. Il est chiant, Bernard Arnault, en fait. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, bravo. Hein, ça, c'est le groupe Dassault qui fait un petit clin d'œil au groupe LVMH, tout ça. C'est quand même, qu'est-ce que c'est mignon. Hein, avec en toile de fond Bolloré qui rachète tout, puisqu'il rachète Lagardère. Vous allez voir, avec Hachette Livre, c'est une position de monopole inédite, grave, qui fait qu'on est. Enfin, c'est n'importe quoi ce qu'on vit en ce moment. On va parler de Lagardère, bien sûr, first, dans un instant. Avant de parler de Lagardère, ça c'était le Figaro. Je vais jump. Donc je vous invite à ne pas lire cette interview de Bernard Arnault qui sert à rien parce qu'on s'endort. On va passer au Parisien, à l'Amérique, trahison en eau profonde. Oh, Cherbourg est sonné. Hidalgo qui boude le congrès du PS. Eh oui, si le PS me soutient, c'est bien, tant mieux. Mais je fais campagne pour tous les Français. Voilà. Anne, ma sœur Anne. C'est bien. Donc elle va éviter de se plomber avec de la politique politicienne, de se montrer, elle n'est pas à niveau, tu vois, si elle va là-bas, c'est un peu genre, je m'en fous en fait d'eux, ils sont un peu nuls. Moi je suis un peu quand même, je suis là pour tous les Français. Et tous les Parisiens aussi. Enfin un peu moins pour les Parisiens, mais bon. Et puis Gabriel Attal a été hier à Meaux, chez Jean-François Copé. On adore Jean-François Copé, le maire de Meaux, ancien, il est cité dans l'affaire Big Malion évidemment, ancien patron de l'UMP, à l'époque où l'UMP c'était la teuf. Et ben là, c'était dans la foulée des conclusions du Beauvau. Le porte-parole du gouvernement s'est rendu à Meaux pour voir Jean-François Copé. Alors, ils sont copains comme cochons, les deux, ils sont contents comme tout. N'y voyez aucun symbole, hein, c'est pas parce qu'on s'entend bien. Il n'y a pas d'interprétation particulière d'engagement pour la présidentielle, dit Jean-François Copé. J'ai toujours accueilli ici des responsables gouvernementaux, qu'ils soient proches ou plus éloignés de mes idées. Ça s'appelle la République. Que s'appelle la République. Eh ben, bravo Jean-François. Mais quand même, Valérie Pécresse est venue me voir. Emmanuel Macron, jamais, je le regrette. Un peu tristoun, hein, Jean-François, de ne pas avoir accueilli Manu. Mais c'est pas grave, hein, Gabriel Attal est là, il est passé. Lui, il répond à une invitation de longue date et il est content parce qu'à Meaux, il y a de la vidéoprotection, comme on dit maintenant, hein, de la vidéosurveillance. D'ailleurs, Jean-François Copé dit à Attal, depuis que tu es arrivé, tu es filmé de long en large, hein, pour lui montrer le PC sécurité de la ville. Il a fait plein de choses dans le domaine de la sécurité. Et voilà. Il n'y a pas de débauchage de Copé, ce n'est pas du tout une opération de recomposition politique, c'est une manière de montrer que l'on travaille avec tout le monde. Là, tu sens comme ils sont aux abois pour aller chercher un peu des superstars, tu vois. Parce que la REM, 45 députés qui ne se représentent pas, 50 députés qui ont disparu, ça n'existe plus, la REM, c'est fini. Donc, du coup, ils sont un peu là à dire qu'est-ce qu'on peut recruter. Alors, ils recrutent des maires, il y a des maires hein, comme Carl Olive, comme Estrosi aussi, très content d'être débauché, pour faire cette nouvelle majorité présidentielle hein, qui va éclore au congrès de la REM début octobre. Vous allez voir, ça va être magnifique. Et puis, on a dans Le Parisien une interview d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, plutôt la ministre du Chômage, eh bien, elle vient d'adresser au Conseil d'État le nouveau décret modifiant le calcul de l'assurance chômage au 1er octobre. Et oui, on continue la réforme. Elle dit non, mais ça suffit. Hein. Alors, question, mais vous venez d'adresser aux partenaires sociaux et au Conseil d'État le nouveau décret sur le mode de calcul de l'indemnité chômage qui doit entrer en vigueur. Que contient-il le 1er octobre hein. Eh bien, il prévoit les mêmes dispositions que le décret antérieur qui modifiait le calcul de la colocation chômage. En juin, le Conseil d'État n'avait pas retoqué la mesure sur le fond. Il avait émis des doutes sur la solidité de la conjoncture économique et la situation du marché du travail et demandé de revoir la date d'application. C'était juste reculer pour mieux sauter. Et là, les gars, tu vas te le prendre l'uppercut dans la gueule, salaud de chômeur. Hein, voilà comment ça va se passer. Quels arguments faites-vous valoir auprès du juge pour refaire cette réforme de merde au 1er octobre comme le Conseil d'État nous y invitait, nous documentons avec les derniers indicateurs, Bruno Le Rebond,
que la reprise est forte, hein, et plus encore que ce qu'on l'imaginait en juin. Les chiffres sont assez spectaculaires. Une perspective de croissance de 6,3% pour 2021. Bah, c'est génial, ça veut juste dire moins 2% de PIB par rapport à l'année dernière, mais c'est spectaculaire. Avec, bien sûr, une part de CDI de près de 50%, un taux de chômage revenu à son niveau d'avant-crise, c'est-à-dire énorme, mais c'est pas grave, c'est super. Et alors, quand l'activité partielle, elle, est au plus bas depuis le début de la crise avec 600 000 salariés au mois de juillet. Donc tout va bien, les gars. C'est génial. Il n'y a pas l'inflation, le prix du logement n'est pas en train d'exploser, le prix de l'énergie n'est pas en train d'exploser. Vous n'êtes pas en train de perdre votre boulot, ça va super. Donc on va bien vous couper les allocs chômage. Alors quand même, les partenaires sociaux vous accusent d'avoir joué la montre, hein, pour les empêcher d'avoir le temps d'attaquer le nouveau décret. Nous avons pris personne par surprise, hein. Dès le 12 juillet, le président de la République, dans son discours, il a dit un pass sanitaire. Attention. Et ben voilà, et ben là, le 1er octobre, j'indique dès le départ qu'on présenterait le même texte, hein. Les organisations syndicales qui le souhaitent ont eu le temps de préparer leur recours. C'est une fausse polémique. Alors les syndicats, qu'est-ce que vous avez fait? Qui que vous avez fait? Vous aviez tout l'été pour bosser, pour éviter que ça arrive? Ben non, encore une fois, on nous a pas prévenus. C'est votre boulot quand même. Et les autres mesures, elles s'appliqueront uniquement si la situation du marché du travail s'est améliorée, hein. Ça concerne la durée pour ouvrir les droits à l'assurance chômage, la dégressivité des allocations pour les plus hauts salaires, et les indicateurs économiques sont bons. Alors ces conditions devraient être atteintes d'ici la fin de l'année. Elle est trop contente, Elisabeth, elle va pouvoir bien vous saquer pour la fin de l'année, avant la présidentielle. Qu'est-ce qu'ils sont mignons là, c'est génial. Pourquoi tenez-vous tant à cette réforme, malgré le front syndical et malgré que c'est une grosse réforme de merde? C'est pas la question du Parisien, mais bon. Bon, nous sommes dans un paradoxe français avec à la fois un nombre important de demandeurs d'emploi, hein, et des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Bah oui, parce que des boulots, t'es soignant? T'as un pass sanitaire? Non? Bah tu peux pas être recruté. Bah voilà. Mais oui, mais en même temps, je suis apte. Mais en fait, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, d'accord. L'objectif est d'encourager le travail et de répondre aux tensions de recrutement que l'on constate aujourd'hui. Que ceux qui peuvent travailler davantage le fassent, hein. Voilà. Tu veux travailler davantage? Tu vas travailler davantage. Vous allez voir après, on va voir aussi, il y a une interview de Valoche, de Valérie Pécresse dans Les Échos. C'est que du bonheur, c'est du petit miel. Donc là, on constate aujourd'hui que ceux qui peuvent travailler, voilà, cela suppose sortir du mode de calcul actuel de l'allocation chômage qui favorise le recours aux contrats courts au détriment des contrats plus longs, hein. Dans certains cas, vous pouvez gagner plus en étant au chômage qu'en travaillant. C'est une fake news. Ça a été démonté une trentaine de fois. Dire qu'on gagne plus au chômage qu'en travaillant est faux. Et Elisabeth Borne, bien sûr, refait de la fake news en répondant aux Parisiens. Qu'est-ce qu'ils sont insupportables. Ce que contestent les syndicats. C'est factuel. L'explosion des contrats courts, hein, qui plonge des centaines de milliers de travailleurs dans la précarité, en atteste. Et pour les chômeurs les plus éloignés de l'emploi, nous les accompagnerons plus longtemps. On t'accompagne. Tu viens? On t'accompagne. Oui, t'as plus d'argent, mais c'est normal, c'est parce qu'on arrête de donner de l'argent. Mais viens, on t'accompagne. Tu vois là-bas? C'est du travail là-bas. C'est pas un contrat long, mais oui, c'est moins que le SMIC, oui. Oui, c'est 25 heures par jour, oui. Mais bon, tu veux quoi? Tu vas pas m'emmerder, on t'accompagne. On est déjà bien gentil de t'accompagner. Maintenant, tu vas aller travailler, hein. Super sympa, la reine. Moi, j'adore. Jean Castex a évoqué un effort significatif pour les chômeurs de longue durée. Bon, on va faire un effort pour vous, les gars, parce que vraiment, vous êtes vraiment des boulets, quoi. Donc, on va faire un bel effort. À te voir tous les jours poser la même question, je vais finir par penser que tu es un spam bot. Qui pose une question? Il faut sortir du capitalisme. Alors, on ne sort pas du capitalisme, on est en plein dedans et c'est difficile. C'est un peu comme une mare de goudron, tu vois. Pour sortir, c'est compliqué. L'argent magique ne profite qu'aux milliardaires. Absolument. Bernard, tu vois, j'ai pas de baby-foot. Les syndicats, je reprends là, parce que j'avais pas le chat. Les minima sociaux, bah oui, des jobs à 6 heures par mois, comme dans mon coin. Non, mais c'est dingue. Maintenant, vous avez des jobs de contrôleur du pass sanitaire, hein, ou de contrôleur des terrasses, pour être sûr que les mecs demandent bien le pass sanitaire sur les terrasses. Bon, c'est des jobs qui vont être courts, parce qu'apparemment, Manu a dit qu'on va alléger le pass sanitaire, parce qu'il se rend compte qu'en fait, ça pète de tous les côtés, que à l'hôpital, ils ont annoncé 3000 mises à pied, mais apparemment, ce serait un peu un faux chiffre. Il y a les dialyses qui ont arrêté dans certains hôpitaux, il y a des services qui sont fermés, c'est un bordel sans nom. Ils vont pas le dire, hein, parce que c'est super. Mais du coup, c'est un peu le bordel. 68 € de salaire, magnifique. Putain, c'est dingue. Ma question, mais c'est quoi la question? Reposez la question, Boussy 77, Le Monde Moderne. J'ai pas vu la question, et comme après le chat, il y en a trop. Donc, reposez la question si vous voulez une réponse.
Je ne faisais que rebondir d'un viewer dans le chat. Bon, bah, il faut reposer la question là. J'aimerais bien savoir votre avis sur Monsieur Colomb-Michel et Monsieur Laurent Mucci rapidement. Alors, je ne sais pas qui est Michel Colomb et Laurent Mucci, c'est le mec du CNRS qui avait écrit sur les chiffres des accidents vaccinaux. Il me semble, bah, lui, je pense qu'il fait un bon boulot. Il a été saqué partout. Et par contre, Michel Colomb, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Au CHU de Nancy, 866 suspensions, à Nice 450. Donc déjà là, on est à plus de 1000 et les mecs disent 3000 suspensions partout en France. Je pense qu'on est bien au-dessus et que c'est bien la merde. Investigation. Bah, je connais pas, faudra que j'aille voir. Oui, en Italie, bah, c'est Mario Draghi qui est un banquier, hein, qui est aussi à la tête de l'État, qui dit ouais, mais t'as pas sanitaire pour tous les travailleurs. Voilà. De rien. C'est un plaisir de répondre à vos questions, de partager chaque matin cet amour de la REM, cet amour des réformes, cet amour du progrès. Hein, voilà, puisque le monde moderne, c'est d'abord et avant tout du progrès. Mais non, mais bien sûr, moi je suis allé au Hall, qui est un grand centre commercial dans Paris. Il y avait pas de pass sanitaire, ils s'en foutent, quoi. C'est une blague. Et effectivement, ouais, ils contrôlent pas les serres. Enfin, ça va. Tant mieux. Je vais te dire tant mieux, quoi, parce que. Alors ensuite, vous avez repris. Donc non, alors Castex hein, qui dit un effort pour les chômeurs de longue durée, c'est boulet. On est passé d'un chômeur sur 10 formé au début du quinquennat à 1 sur 6. C'est 15 milliards d'euros depuis 2018. Ils sont dans les chiffres tout le temps. Toi, t'es là, tu peux même pas acheter des pâtes. Ils disent, on a dépensé 15 milliards d'euros pour ta formation depuis 2018. Tu dis, j'y veux manger, madame. On a dépensé 15 milliards d'euros et tu voudrais que je fasse encore plus de dates pour que tu manges ? Écoute-moi bien, Michel, on a été gentil avec toi jusqu'à présent. Maintenant, je te jure, on va vraiment te frapper, hein, si tu veux pas travailler. Bon, d'accord. Nous engageons à... Voilà, donc... ils sont dans les chiffres. Et puis, il a repris la proposition de François Asselin, le patron de la CPME. Oui, nous allons financer les entreprises qui formeront pendant plusieurs mois les demandeurs d'emploi de longue durée. Les contrats de professionnalisation seront aussi boostés pour ce public. Par ailleurs, j'ai demandé à Pôle emploi de sélectionner d'ici à la fin du mois d'octobre toutes les bonnes pratiques locales qui pourraient être dupliquées et nous les financerons. Hein. Les moyens de Pôle emploi qui avaient eu des renforts pendant la crise seront maintenus pour mettre en œuvre ce plan. Vous aurez plein de conseillers qui vous appelleront, qui seront contents d'être là aussi à dire qu'est-ce qu'on est content. Alors pour qu'il y ait moins de chômeurs, on les fait travailler chez Pôle emploi pour qu'ils aident les chômeurs à venir travailler chez Pôle emploi pour qu'il y ait moins de chômeurs. Bonjour, c'est Pôle chômage. Bonjour. Alors, vous êtes chômeur, venez travailler chez Pôle emploi. C'est bien. Ça fait des super chiffres. Bordel. L'objectif est d'encourager le travail et de répondre aux tensions de recrutement. Voilà. Bon, Emmanuel Macron souhaite réformer les régimes spéciaux. Hein, et vous, Elisabeth Borne, vous avez réformé celui de la SNCF. Vous savez faire. Clin d'œil du Parisien. Propriété de Bernard Arnault. Oh, le président a dit qu'il ne lancerait pas une réforme des retraites tant que la crise sanitaire ne serait pas derrière nous. Il appréciera dans les prochains mois la situation sanitaire et le climat du pays. Alors comme ça va mieux, je pense que c'est bientôt la réforme des retraites aussi, les gars. Hein. Faut rien attendre de Macron, à part des baffes, des insultes, du mépris, des remontrances et des vous êtes nuls et il n'y a que moi qui fais tout et bordel, c'est quoi ce pays de con? Mais j'ai envie de dire, s'il te plaît pas ce pays, va ailleurs. Hein. Écoute, va bosser en Afghanistan par exemple, au Liban, tiens, t'es allé pendant quelques jours, mais vas-y, on te regarde, tu vois. Dès qu'un sujet est compliqué à traiter, le président vous le confie. Alors, s'il se présente et gagne la présidentielle, vous continuez Elisabeth, vous n'allez pas le lâcher comme ça, Manu, quand même. Cela fait 4 ans et demi que je porte au sein du gouvernement le projet et les réformes d'Emmanuel Macron. S'il se présente et est réélu, ce que je souhaite, il pourra compter sur moi. On est rassuré, putain. La même équipe, tu vois, pour 5 ans. Là, tu vois, tu respires, tu te dis, ah putain, quelle chance on a quand même, parce que c'est les meilleurs. Hein, c'est vraiment donc on peut pas faire mieux en fait que cette équipe gouvernementale et ce président. Donc évidemment, je trouve ça super. Ils attendent que BlackRock revienne de vacances. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Bien sûr qu'elle fera la réforme des retraites. Évidemment, merci Sayed. Plus jamais ça. Tu m'étonnes. 50. Vous voyez encore 50 ça là. Alors, qui j'ai pas engueulé encore alors, les athlètes, ça c'est fait. Les vendeurs de sous-marins, ça c'est fait. Les artistes,
Feignant, ça. C'est des gros feignants, ça, non? Hein? Voilà. Tiens, convoque-moi un Beauvau des artistes, là, que je leur souffle un peu dans les bronches, là. Chevaucher le tigre, là. Fils de pute. Non, mais ça va être dingue. Ça va être un truc de dingue. Donc moi ah non, la police gentille, la police gentille, la police, j'ai besoin de vous pour que vous tapiez ceux qui sont pas contents, ils sont nombreux, donc soyez gentils, hein, je suis gentil, donc vous serez méchants avec les méchants qui sont méchants contre moi parce que je suis gentil avec vous. Oh putain, cette caricature de pays que c'est devenu la France. Avant c'était bien, hein. Avant il y avait pas Zemmour, il y avait pas Macron, il y avait Chirac qui bouffait de la tête de veau, qui buvait des bières, qui avait des affaires au cul comme on savait faire, des vieilles affaires à la Pasqua. Tu vois, ça avait un peu de tenue tout ça. Mais là, c'est devenu une caricature de tout. C'est-à-dire qu'il y en a pas un que tu te dis, mais lui, je l'aime bien. Non, c'est dingue. C'est une caricature. On vit dans une putain de caricature. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le Parisien? Le vrai faux sur les salaires des profs, hein. Alors, la France n'est pas bien classée. Et oui, ça, je vous en avais parlé. On est quand même dans les 3 derniers, hein, devant Israël et la Grèce, mais loin derrière l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas. Et puis avant ça, t'as le Luxembourg, la Suisse. Voilà, voilà. Et puis alors, on apprend qu'à l'hôpital, les sages-femmes travaillant à l'hôpital recevront à partir de janvier une prime de 100 euros. Encore une prime, s'ils aiment bien les chèques, les primes, ça permet de ne pas augmenter. Mais hein, il y aura aussi une hausse de salaire de 100 euros brut par mois. Voilà, c'est un petit rattrapage, hein, pour cette profession qui était oubliée, hein, de la grille de refonte des salariales négociée pour les infirmières et les aides-soignantes lors du Ségur de la santé. On vous a oublié, les filles. Désolé. Les sages-femmes, c'est-à-dire que Manu, les enfants, il sait pas trop faire, il sait pas comment on les fait non plus trop. Alors du coup, on vous a oublié. Voilà, désolé. Donc on se rattrape, on fait comme ça. Bon, c'est super. 40 millions d'euros par an, paf. Allez, c'est cadeau. Hein, c'est 200 balles par mois. Heureusement, les pauvres, elles sont tellement mal payées. Masques. Le gouvernement a annoncé hier la distribution de près de 50 millions de masques à 7,5 millions de personnes précaires. Bonjour, j'aimerais manger des pâtes. Tiens, un masque. Merci. C'est des masques lavables. 50 fois. Qui concerne les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale d'État. Cette distribution aura lieu en octobre. J'aimerais manger, monsieur. Tiens, un masque. Mets-le. C'est obligatoire, sinon je te file une amende. Hein. Déconne pas. Déconne pas, Michel, tu mets ton masque. Oh putain, c'est triste à pleurer, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? On est bien obligé de vivre avec ça, quoi. Ouais, c'est sérieux, ouais. Isabelle, c'est dingo, bien sûr. C'est bien sûr que c'est dingo. Les mecs, tu te dis, mais si on distribuait des masques, pourquoi? Je sais pas. J'ai eu ligne budgétaire, je sais pas comment faire. Tu veux pas qu'on achète plutôt qu'on aide les banques alimentaires, qu'on fasse un truc pour les étudiants qui sont dans la rue ou qu'on fasse des trucs sur le logement ou... Non, mais je me dis, tu vois, si on redistribuait des masques quand même, parce que c'est... Qui sont ces gens, putain? Qui sont ces gens? Oh putain. Merci pour les abonnements. Continuez bien sûr à parler. C'est la politique de Rustine, c'est même plus des Rustines, là, c'est la politique du foutage de gueule XXL, c'est-à-dire qu'ils te font des réformes pour te jeter dans la précarité et la pauvreté, et de l'autre côté, ils te filent un masque. C'est super content. Merci mon con. J'en peux plus. J'en peux plus. Non mais laisse tomber. Monsieur, oui, vous avez oublié votre masque. C'est 135 € d'amende. En plus, on vous l'a donné, alors vous avez vraiment aucune excuse. Vous êtes vraiment un salopard, monsieur. Oh, putain. Excusez-moi, c'est quand même tellement grave. Ah, et puis, puisqu'on en est là, un cas de grippe aviaire a été détecté dans les Ardennes. Ah oui, premier foyer il y a une semaine, et là, on lève le niveau de risque. Hein. Une épisodite de grippe aviaire avait commencé en novembre 2020 aussi, et il y avait eu l'abattage de 3,5 millions de volailles. Alors, on parlait déjà de la violence faite aux animaux dans la revue de presse de mercredi, hein, le castrage à vif des porcelets, le broyage de poussins, parce que les mecs disaient moi je veux bien arrêter de broyer le poussin, mais il faut que ça me rapporte d'arrêter de broyer le poussin, parce que un poussin broyé, c'est 1 centime d'euro d'économiser. Là, on est allez, grippe aviaire, on abat 3,5 millions de volailles. Nous, tel Covid, on n'abat pas 3,5 millions d'êtres humains. Hein. On essaie de les sauver. Bon, mais c'est pas pareil, visiblement, pour les volailles.
les gars, t'arrives dans le poulailler. Bon, la Noiraude, j'ai une mauvaise nouvelle, hein. Il y a un cas de grippe aviaire à 5 km, donc je vais tous vous buter, je suis désolé, c'est l'ordre du préfet. Mais j'ai rien, moi. C'est comme ça. Chloroquine. Un vaccin. Ah non, non, on a tout essayé, je vais être obligé de vous tuer, les poules, désolé. C'est comme ce monde, enfin, on est vraiment une espèce de connard, hein, les humains. Et alors, en l'honneur des oubliés de l'histoire, SOS Racisme installe à Paris une statue avec les noms des personnalités méconnues. C'est une statue de 2 mètres de haut qui va être place de la République, qui va ensuite être itinérante jusqu'au 30 novembre, avec un écran pour parler en fait de Pierre Sel, de Coccinelle, de Simone Schloss, ou encore Paulette Nardal, qui était la première étudiante noire à la Sorbonne dans les années 20, mais aussi, comment s'appelle-t-il, Alfred Nakache, le nageur d'Auschwitz, juif qui a été déporté à Auschwitz, et qui a été un champion de natation, et voilà, tous ces gens qui ne sont pas connus et qui pourtant ont fait des choses incroyables. Le premier ordinateur commercialisé aussi par un Vietnamien arrivé en France dans les années 50, André Truong, et puis voilà, le fait aussi qu'il y a seulement 2% des rues en France qui portent des noms de femmes. C'est pas beaucoup, hein. Donc bah, c'est bien qu'on fasse ce travail de mémoire, et plutôt que de déboulonner des statues, le mieux c'est d'en faire des nouvelles. Je suis assez d'accord avec ça. Je fais encore des je suis désolé. Mais bon, c'est une habitude que j'ai prise comme ça. Et ah oui, vous avez vu Teddy Riner aussi qui dit non à l'instrumentalisation pour vanter le vaccin. En visite à l'Institut Imagine, dont il est le parrain, il a tenu à rétablir sa vérité concernant ses propos sur les vaccins et les médailles espérées lors des JO de Paris. Que nous dit Teddy Riner? Je n'ai pas un avis sur tout à donner. Voilà, c'était avant la réception à l'Élysée. Alors c'est faux lorsqu'on dit que j'ai taclé le président, puisque c'est avant la réception qu'il a dit que il y aura pas 90 médailles. Il reste très poli, Teddy Riner, hein. Et pourtant, quand tu vois le truc, il pourrait faire à Macron, tu sais, une petite passe sur l'épaule en disant, tu vas arrêter de nous parler comme ça, mec. T'es gentil, mais tu vas arrêter de nous parler comme ça. Il l'a pas fait. Il reste gentil, tu vois. Même ça, il l'a pas fait. Je n'ai jamais attaqué le président de la République. S'énerve Riner, son discours où il a PCR Savon était juste. Et oui, nos résultats à Tokyo n'étaient pas aussi bons qu'on aurait pu l'espérer. Oui, on va faire en sorte de faire mieux en 2024. Et ce que j'ai dit concernant le fait que pour avoir 90 médailles, il aurait fallu investir bien avant, je le pense, mais j'ai prononcé ces mots avant la réception, et donc pas en réponse à une soi-disant engueulade du président. Il les a pas engueulés, en fait, il les a un peu câlinés, comme il sait faire. Hein, Macron, quand il câline, tu peux parfois perdre un œil, hein, c'est particulier. D'ailleurs, Emmanuel Macron a empaqueté l'Arc de Triomphe, je ne sais pas si vous avez vu, avec Christo, qui emballe les monuments. Et vous vous rappelez, pendant les Gilets jaunes, j'ai retrouvé cette photo, je l'ai mis sur Twitter hier, il y avait marqué Macron, on veut ton cul sur l'Arc de Triomphe. Et il y a une photo qui avait été publiée dans le Financial Times de Macron comme ça, devant la photo Macron, on veut ton cul. Et là, je me dis, tu vois, c'est un peu une revanche de dire, ah ouais, les Gilets jaunes, vous avez vu l'Arc de Triomphe, quoi, une journée, je vous ai bien niqué après, et là, regarde, je l'emballe, l'Arc de Triomphe, il est à moi, c'est mon avenue, c'est combien? Et Teddy Riner, ouais, tu sens bien qu'il cajole un peu, là, ouais, peut-être qu'il vise un peu une entrée en politique. Alors, ça coûte rien, hein. Christo, c'est lui qui finance l'empaquetage, donc là-dessus, au moins, on est tranquille, c'est pas comme la statue de Johnny qui a coûté à la mairie de Paris, quoi. La statue d'hommage, pardon, à Johnny. Parce que Johnny n'était pas une guitare sur un manche de une moto, pardon, sur un manche de guitare. Non, ce n'était pas que ça, Johnny. Il va falloir expliquer. Ah, c'est quoi cette sculpture, maman? C'est un hommage au chanteur Johnny Hallyday qui donc aimait la moto et aimait la guitare. Voilà. Super. Il aimait aussi les t-shirts avec des chiens loups, des loups. Les Indiens aussi, il aimait bien les Indiens aussi. Enfin bref, putain, qu'est-ce que c'est dingue. Hippon. Donc oui, peut-être que Teddy Riner a quelques visées politiques quand on l'entend remettre les pendules à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, blessé, Elton John reporte ses concerts.
Ah ouais, ça devait être l'un des événements musicaux de la rentrée, hein. Elton John à Paris les 10, 11 et 13 octobre, avec son show d'adieu, hein, Farewell Yellow Brick Road. Ah, Yellow Brick Road. Mais voilà, c'était déjà reporté avec le Covid. 74 ans, en report, à la fin de mes vacances d'été, j'ai fait une chute et je souffre depuis d'une douleur et d'une gêne considérable à la hanche. C'est l'âge. Bon, ben voilà, donc opération, et ce sera reporté. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas être arrêté, hein, c'est compliqué. Ensuite, je vais passer à... Pardon, je cherche... Ah putain, j'avais pas vu, attendez, près de chez vous, portrait dans le Grand Parisien. L'abbé du Val-d'Oise combat le malin. Nommé exorciste du diocèse de Pontoise en 2015, il est l'auteur d'un livre sur le sujet. Le prêtre, sollicité par plusieurs personnes chaque semaine, raconte son combat si particulier. J'ai vu des choses étonnantes. Une petite vieille qui balance un bureau. Parce qu'elle elle carbure à l'agneau, la petite vieille. Donc le bureau, c'est pas le malin, hein, c'est l'agneau. Ou quelqu'un qui vous répond en latin quand il n'a jamais appris. Ah, ça, c'est étonnant, effectivement. Dans son gros bureau du centre paroissial, l'abbé Guy-Emmanuel Cario reçoit avec le sourire en soutane, école romain, 51 ans, dont 25 ans de prêtrise. L'homme est curé-recteur de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil depuis 2015, mais pas seulement. La même année, Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, l'a nommé à une fonction bien moins connue, celle d'exorciste diocésien. Guy-Emmanuel Cario a d'ailleurs publié un livre dédié, La citadelle imprenable, petite méthode pour résister à l'adversaire et obtenir la libération. Alors, il ne fait jamais d'exorcisme lors de la première rencontre, hein. Il y en a qui ne couchent pas le premier soir, lui, pas d'exorcisme lors de la première rencontre. Si dans l'Église catholique, seuls les prêtres sont habilités à pratiquer l'exorcisme, il n'y a pas d'école particulière pour les former. Pas d'option supplémentaire à prendre au séminaire. J'ai eu peut-être 2 heures de cours en 6 ans sur le sujet, c'est normal, car l'accent est mis sur Dieu, pas sur le diable. Ouais. Mais bon, know your enemy, j'ai envie de dire, tu vois. Bon. Alors, souligner. Et donc, j'en ai marre de cette voix pourrie là, putain. C'est grâce à de nombreuses lectures auprès de mes pères qu'il s'est formé. Pardon pour vos oreilles. Putain. Il y a voilà, des colloques. Comment ça se passe? Bon, alors il y a beaucoup de catholiques, mais aussi quelques athées et croyants d'autres religions. Je reçois tout le monde. Mais je les préviens que moi, je fais appel au Christ et leur demande de se tourner vers lui pour leur libération. Donc si on n'y croit pas, on se tourne vers quoi, hein? On se tourne vers Macron. Tiens, un masque. Non, j'aimerais que vous enleviez le malin de moi, Seigneur Macron. Prends ton masque. Et prends ton engueulade. Voilà. Allez, prends ta carte à la reine aussi. 2 à 3 rituels pratiqués chaque mois. Voilà, il y a un moment d'écoute avant tout ça, avant de faire le petit rituel. On discute, on regarde s'il y a des portes ouvertes. Enfin, c'est des gens qui sont quand même habités par le malin, mais bon, ils ont le temps de discuter. Bon, ça va. Il s'agit de mieux connaître l'état mental des personnes qui se présentent à lui. Je refuse toujours de continuer de voir ceux ou celles qui ont arrêté leur traitement. Parfois, j'envoie les gens chez le psy, tout simplement. Parfois, des psys m'envoient des gens aussi. Mais bon, le plus important, c'est vraiment l'écoute, car ils souffrent tous. Et je les crois. Je n'ai pas de raison de ne pas les croire. Ensuite, c'est de l'ordre de l'enquête. Je fais le tri. J'essaie de rester le plus rationnel possible. L'heure est ensuite au diagnostic. Estimer s'il y a ou non emprise extraordinaire du malin. Y a-t-il une emprise extraordinaire du malin? Est-ce l'avènement de la bête, la bête de l'avènement? Est-ce qu'on vit là-dedans? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Néanmoins, même si c'est le cas, cela ne signifie pas forcément un véritable rituel exorciste à la fin. Il y a plusieurs types d'emprise. La vexation, c'est tout ce qui touche à la santé. Une femme qui subissait une bastonnade la nuit. L'obsession diabolique, la certitude d'être damné qui peut mener jusqu'au suicide. C'est con. Si tu penses que tu es damné, bon. Et enfin, la possession, la plus rare et la plus grave. Et c'est seulement lorsqu'il pense se trouver face à un cas qu'il a recours à son livre « Rituel de l'exorcisme et prière de supplication ». Voilà. Alors, que répond-il aux sceptiques et aux incrédules? Allez bien vous faire foutre. Non, il ne dit pas ça, c'est un prêtre. Non, selon l'Église catholique, plusieurs signes pendant le rituel appuieraient l'hypothèse de la possession, la force surnaturelle.
ça peut être l'agnole aussi. Le fait de s'exprimer dans une langue inconnue, ou encore l'aversion pour les choses sacrées telles que l'eau bénite. À cette évocation, difficile d'échapper aux images de cinéma, hein, bien sûr, l'exorciste. Alors, il a vu tous les films d'exorcisme, le prêtre, et il y a un peu de ça pour certains, mais c'est tout de même très exagéré. Et puis surtout, il donne trop d'importance au diable, alors que c'est Dieu qui a de la plus grande importance, estime cet homme de foi. Que répond-il aux sceptiques? Enfin, j'ai vu des choses étonnantes, hein, la petite vieille et son bureau, là, le latin, tout ça. Bon, après, je ne suis jamais affirmatif. Pour celui qui n'était pas intéressé à tout cela avant de devenir exorciste. Moi, mais je croyais quand même à l'action du démon. Le diable n'est pas absent, et la prédication catholique. Et puis, quand on est baptisé, on renonce à Satan. Voilà. Voilà. Merci pour ce moment. On est bien, on est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il ne reculait devant rien pour voler des Rolex. 5 suspects, 17, 18 ans, interpellés. Oh là là. Et puis là... Ah ouais, c'est chaud. Saïd Bogota, l'acteur de Pattaya, est jugé pour avoir torturé le nouveau compagnon de son ex. Bordel. Grande tension hier à la cour d'assises de l'Essonne, à Évry-Courcouronne, à l'occasion de l'audition de Jessica, jeune femme de 20 ans au centre d'une affaire. Son ex-petit ami, l'acteur et humoriste Saïd Bogota, vu dans Pattaya, y est jugé avec 3 complices pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration. Merde, j'avais pas vu ça. Ah là 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 là. Eh ben, bah là, c'est quand même... C'est chaud, hein, passer de Pattaya à la prison. Enfin, je prépare. Elle a pas son pass. Qui n'a pas son pass? De quoi vous parlez là? Putain, faut que je suive le chat en même temps. Il faut faire trop de choses. Mais j'étais avec le prêtre qui faisait le truc. Putain, j'ai du mal à suivre en fait. Alors, ensuite, je fais beaucoup de... Je suis désolé, j'y pense, hein, c'est pas que je fais pas exprès, c'est vraiment, j'ai du mal. Ah, je vous avais promis la petite interview de Valoche dans les Échos quand même. Hein. Alors, Valérie Pécresse, elle est dans les Échos, c'est la grande interview. Il faut dénormer et débureaucratiser massivement le pays. D'accord. Elle expose son projet économique et social pour l'élection présidentielle, accusant Emmanuel Macron de fuite en avant de dépenses. L'ancienne LR entend supprimer en un quinquennat 10% de ce qu'elle appelle l'administration administrative, c'est-à-dire les gens qui font de la paperasse. Oui, les fonctionnaires qui administrent, hein, pas les agents de terrain. Voilà, en 5 ans, hop, 10% dehors. Ministre, préfet, secrétaire d'État, cabinet de conseil, voilà, tout ça dehors. Hein. Par contre, plus de profs, plus de policiers, plus de soignants, tout ça, mais tous ceux qui servent à rien, là, dehors. Faut-il remettre à plat la fiscalité? Ce qu'il faudra, c'est une vraie fiscalité européenne avec une taxe carbone aux frontières de l'Europe, de façon qu'elle protège contre le dumping social et environnemental. Le jour où on verra ça en Europe, hein, depuis qu'on en parle, en fait, c'est l'Europe qui organise le dumping intra-européen, hein, donc ça va être compliqué de se protéger du dumping. Bref. Nous devons imposer la réciprocité, ou à défaut, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je répondrai plus tard. Auprès du Premier ministre, les investissements, le rachat des startups. Bon. Et puis elle veut un choc de transmission de patrimoine, hein, tout de suite. Et votre programme peut-il être mis en œuvre sans hausse d'impôts? Oui, les baisses d'impôts de production actuelles sont en trompe-l'œil, car elles sont payées par un déficit abyssal. Je les rendrai pérennes. Si on veut une économie compétitive, il faut que la France arrête d'être championne du monde des impôts. Et ça passe par une baisse de la dépense publique. Eh oui, une politique d'austérité, on appelle ça. Ça veut dire moins de retraite, moins de minima sociaux, la réforme chômage, c'est très bien, le travail jusqu'à la mort, enfin tout ça, quoi. C'est un peu ça. Pour la dette, hein, tout ça pour la dette. Parce qu'attention, la dette, c'est la très sainte dette. Il faut la rembourser, sinon c'est le malin qui va s'emparer de vous. 4 électeurs de François Fillon en 2017 sur 10 ont toujours confiance en Emmanuel Macron. Oh, sans blague. Pourtant, c'est étonnant. Après 2022, les Français doivent savoir qu'ils devront payer le prix d'une manière ou d'une autre de cette ivresse de dépenses. Il faudra procéder très vite à une opération vérité, du quoi qu'il en coûte.
Parler de cagnotte avec un déficit 2021 encore dégradé par rapport au déficit voté n'est que de l'enfumage pour justifier qu'il n'y aura pas d'économie dans le budget. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut supprimer les impôts de succession, par exemple. Hein. Oui, je souhaite un choc de transmission de patrimoine tout de suite. Je propose un régime de donation défiscalisé jusqu'à 100 000 euros de la part des grands-parents, parents, oncles, tantes, frères et sœurs, tous les 6 ans. Tous les 6 ans cadeau. Tac. Ah, la vie rêvée des riches, quand même. Tiens, fils, je te file 100 000 euros. Monte ta start-up, démerde-toi. Ouais, voilà. Comment désendetter la France? Ah, alors là, il va falloir effectivement, la dette à 117% du PIB, elle veut la mettre à 100% du PIB. Voilà, ça c'est un objectif. Et puis, elle dit qu'elle a fait tout ça dans sa région, donc elle est assez fière d'elle. Enfin voilà, c'est encore une interview assez chiante. Hein. Il n'y a pas de petites phrases. T'as l'impression que c'est du Fillon ressucé. Bon, c'est. Vous critiquez beaucoup l'écologie. Trop de normes tue l'écologie, comme quand un lézard des murailles bloque une ligne de métro indispensable contre le fléau de la pollution de l'air. Je suis pour une écologie des résultats. J'ai pas compris ça. Attends, trop de normes tue l'écologie, comme quand un lézard des murailles bloque une ligne de métro indispensable contre le fléau de la pollution de l'air. Maloche? Allô? Elle a fait un AVC pendant l'interview ou qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Comme quand un lézard des murailles bloque une ligne de métro indispensable contre le fléau de la pollution de l'air. Ben bordel. Ah oui, c'est parce qu'il y a eu des protecteurs de lézards des murailles qui ont empêché que la ligne elle aille plus loin. Bon, d'accord. Alors, je poursuis une France zéro carbone 2050, renouvelable, bien sûr. L'EPR, super. Je propose de fusionner le livret A avec le livret développement durable. Cela permettrait de mettre les ressources du livret A au service de la transition écologique. 120 milliards d'euros de prêts pour le logement, les transports, etc. Super, merci Valérie, c'est super. Et puis, alors apparemment, la fermeture des centres de vaccination se profile, c'est à l'horizon. Hein, tout comme la fin du Covid, hein, parce que Macron doit dire ça marche super bien, j'ai réussi. Depuis que je suis avec tout ce que tu manges. Vous parlez de bouffe là, qu'est-ce que vous faites? J'ai envie d'attraper, de le secouer. Pourquoi? Qu'est-ce que. Waouh! Il y a des modos, bah d'habitude il y en a, mais là je sais pas ce qui se passe. Bon. Le buzz autour de Charline de France Inter. Ah ouais, putain. Un troll. Bon bah laissons-le à son trollage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Attends, comment je peux le virer? Attends, je vais essayer de le virer quand même. Comment on le vire? Le soleil fait mal aux yeux, c'est lui ça? Ah oui, retour du boulot, rien, d'accord. Alors, comment je vire? Non. Hop. Bloqué, voilà, bloqué. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. C'est fait. Je l'ai coincé. Je sais, je commence à maîtriser un peu l'outil hein, Twitch. Merci Jeff Bezos. Alors d'ailleurs, vous pouvez vous abonner hein, sur cette chaîne avec Amazon Prime. Vous pouvez aussi aider le monde moderne avec notre Patreon. Et puis, vous pouvez vous abonner sur tous les réseaux du monde moderne. N'hésitez pas. Et puis, bien sûr, faire la promotion de cette fantastique revue de presse. Un peu longue ce matin, j'avoue, je suis désolé. En plus, j'ai même pas les captures d'écran pour dynamiser un peu tout ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors les artisans et les professions libérales sont emballés par le plan Macron. Qu'est-ce qu'il a fait encore comme promesse? Le mec est pas en campagne, mais il fait des promesses à tout le monde, c'est génial. Et ben, devant 600 artisans, petits commerçants et professionnels libéraux, il a fait un plan en faveur des travailleurs indépendants. Voilà, faciliter la transmission, le passage d'une entreprise individuelle en société sera facilité. La transmission de l'entreprise aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le départ à la retraite, l'exonération, l'augmentation des plafonds d'exonération des plus-values de 300 000 à 500 000 euros. Exonération totale est de 500 000 euros à 1 million pour une exonération partielle. Côté droits sociaux, outre un assouplissement des critères d'accès à l'assurance chômage, accident du travail. Bon, super. Un cadre commun, parfait. Chacun de sécuriser son revenu. Bon, les Échos parlent aussi des sous-marins.
La Chine parle d'une mentalité de guerre froide. Ah, puis Bruxelles a posé les premières pierres d'une Europe de la santé. Alors ça s'appelle ARES et pas ADES, ERA, pardon, ERA. HERA. Ce n'est pas une agence indépendante sur le modèle de l'Agence européenne des médicaments, mais ce sera un truc embedded in la Commission européenne avec plein d'argent pour dire que si jamais il y a une pandémie, on sera prêt. Hein. On aura des masques cette fois-ci. Voilà. Renforcer la coopération, bien sûr. Budget comparable à celui de la BARDA américaine. 6 milliards d'euros sur 6 ans. Financer la recherche, soutenir l'outil industriel, constituer des stocks, gérer les commandes, etc. Se faire avoir par Pfizer. Et voilà, c'est parce que imagine, la France aurait embauché les avocats de Pfizer pour faire les contrats de vente des sous-marins. Les Australiens, ils les achetaient, les sous-marins, ils étaient obligés. Hein. Et en plus, on les vendait plus cher. Et ils marchaient moins bien. Et ben là, non, on a fait ça avec des avocats français, du ministère de la Défense ou de je sais pas d'où. Et les mecs ont dit, ah, on peut sortir du contrat. C'est pas comme les vaccins, regarde, on peut vraiment tout balancer et dire on va avoir la thune. C'est génial. Ouais, c'est les Français, ils sont nuls. Ah bah c'est super. Donc voilà, on s'est bien fait avoir. Donc je pense que ouais, la Commission européenne devrait embaucher hein, les lobbyistes de Pfizer pour faire un peu des trucs. Hera peut pas saquer Jupiter. Ouais, c'est un truc de dingue. Oui, j'ai vu ça, Charline, sur un très bon sujet. Qu'est-ce que c'est? Merci. Ouais, discuter des conditions, des capacités dans nos régiments. Ça, c'est un très bon sujet, je suis d'accord. Surtout qu'il y avait eu l'histoire du logiciel de paix des armées qui avait été mais un fiasco total, qui avait un nom bidon aussi. Ils avaient totalement foiré le logiciel de paix. Donc ouais, je pense que oui, l'armée, c'est un vrai gros sujet. Alors, le sous-marin français, ouais, bon, on y va. Donc, ERA, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La Chine, une fenêtre sur notre futur. Et oui, elle crée des business models numériques qui n'existent pas ailleurs. Le pays est devenu un leader mondial de l'e-commerce, le solaire, le paiement mobile, la monnaie numérique ou la reconnaissance faciale. Super! Ouais. Alors, c'est pas mon futur perso, hein. Démerdez-vous, mais j'en ai ras-le-bol en fait de la data, du machin, de la reconnaissance faciale, de la biotechnologie, tout ça, ça me saoule. Hein, voilà. Le pays reste toutefois à la peine dans les semi-conducteurs, la santé ou l'aéronautique. Hein, voilà, bon, très bien. Mais il dépose plus de brevets que les États-Unis, tout en ne convertissant pas beaucoup en produits commercialisés. Mais par contre, le brevet, c'est devenu effectivement un gros asset dans la finance aussi. Les grosses firmes se mettent à acheter du brevet parce que bon ben voilà, c'est du placement comme tout. Ensuite, qu'est la gauche devenue? Ça, c'est Denis Oliven, hein, le patron de Carrefour anciennement, ou de la Fnac, je sais plus, qui est maintenant chez Libé, qui pleure, hein, la gauche de François Hollande, la gauche d'Emmanuel Valls, en disant c'est moche cette gauche qui est devenue de gauche, alors qu'elle était bien de droite avant, c'était cool. Il appelle ça bien sûr avoir la culture de gouvernement, ça c'est la gauche de droite. La gauche est devenue identitaire, rejoint la droite qu'il est par nationalisme, les deux épaules pour vilipender la concurrence, le profit d'entreprise, la croissance et les élites. Ben non, en fait, non, on ne vilipende pas la concurrence, le profil d'entreprise. Non, le fait que les élites s'accaparent le profit, que la croissance, elle est mal foutue parce qu'en réalité, on est en train de crever à cause de la croissance mal faite. D'ailleurs, Jacques Attali écrit un papier dans les Échos sur la croissance n'est pas l'ennemi qu'on croit. Il ne servira à rien d'interrompre la croissance car ce n'est pas elle qui pollue, mais la production marchande. Ben oui, il a raison. L'autre évolution, plus importante encore, devrait conduire à réduire la place de la production marchande dans les activités humaines, à vivre de moins d'artefacts et de plus de bon temps, à passer une part croissante de notre temps sans acheter ni vendre ni consommer des produits marchands ou même des biens publics financés par l'impôt. Cela voudrait dire passer plus de temps à converser, à rire, à aimer, à lire, à faire de la musique ou du théâtre, à jouer, à passer du temps avec ses amis. C'est exactement ce qu'on fait au monde moderne. C'est exactement ce projet de société que je porte la semaine de 4 jours, par exemple. L'idée de dire qu'on en a ras-le-bol de bosser pour des profits de gros connards qui sont là pour nous dire qu'on travaille pas assez. Et ben voilà, on va chanter, on va danser, on va faire la cigale en fait. Et puis les fourmis, continuez, hein, mais quand l'été sera fait, une fois l'été terminé, maître fourmi, quand la bise fut venue, la cigale, tant pis pour toi, connasse. Donc bon, Jacques Attali nous propose donc de chanter, de danser, de faire du théâtre. C'est merveilleux, je suis entièrement d'accord avec Jacques.
Et donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Toute activité qui échappe très largement à l'économie monétaire, cette évolution ne conduirait pas à terme à moins de bien-être, mais à le trouver ailleurs, non pas à produire moins, mais à produire d'autres choses pour satisfaire l'immensité des besoins non pourvus dans tous les pays, développés ou non. Ça, c'est du bon sens. Ça, on aime bien Jacques Attali quand il écrit des trucs pareils. Pourrait-on dépasser les difficultés qu'une telle transition rencontrerait? Pourrait-on comprendre que bien vivre le très court temps dont nous disposons sur cette planète est plus important que d'y accumuler des objets? Saura-t-on mesurer notre bien-être autrement que par le nombre de voitures, de machines à laver ou de téléphones produits? La pandémie actuelle nous aura-t-elle fait vivre un peu de cette utopie? Alors non. Non, non, surtout qu'après, en plus, ton copain Klaus Schwab, il veut qu'on se mette des puces sous la peau et machin, et vas-y qu'il faut produire plus en télétravail et tout. Faudrait que tu l'appelles, hein. Klaus, lis mon truc dans les échos, là, j'ai dit qu'il fallait chanter, danser, faire du théâtre. Faire du théâtre, Jacques? Tu as bu? Tu sens l'alcool, Jacques. Je ne te parle pas. Bon. Alors, réussir mondialement une telle mutation est-il possible? Je ne sais, nous dit Jacques Attali. Je sais seulement quelle est la condition de la survie de l'humanité. Ben putain, alors ça, dites donc, si je m'attendais à ça, Jacques Attali, ça fait plaisir. Hein. Ce n'est pas Attali qui parle comme ça. Si, c'est d'une tribune, une chronique d'Attali dans les Échos. Il peut être surprenant, vous voyez. Donc il est pour, non pas la décroissance, mais une croissance maîtrisée, autre, qui va permettre de vivre bien, de faire du théâtre, de chanter, de danser, de regarder plus de revues de presse du monde moderne, de passer plus d'heures, de streamer, de lire, de chanter. C'est tout ce que nous faisons ici. C'est tout cet amour qui transparaît de l'écran, toute cette bienveillance, toute cette envie finalement de ne rien faire à part se retrouver chaque matin pour se divertir, pour lire de la poésie, pour philosopher finalement sur le sens de la vie, sur finalement qu'est-ce que l'espèce humaine, le pourquoi du comment, le comment, après tout, et tout cela chaque matin, c'est bien ce que nous faisons. Merci Jacques Attali, ça faisait bien plaisir. Eh bien, danser maintenant. Voilà, alors qu'il a passé toute sa vie à dire il faut travailler plus, hein, faire de la dette. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, Gaspard Koenig qui s'est fait un petit plaisir puisqu'il a traversé la France à cheval sur une jument, hein, voilà, refaisant le trajet de Montaigne jusqu'à Rome, notre vagabond de liberté. Voilà. C'est super. Merci Gaspard, ces petits carnets de campagne là, c'est sympa. Alors, si j'avais trouvé les propos de Paul dans un livre, comme vous, lecteur, il m'aurait répulsé. Mais face à face, alors qu'il m'a sauvé la mise avec les pansements pour Desti, sa jument, comment et surtout pourquoi lui dire ce qu'il est, un facho? Je ne peux retenir une certaine pitié envers ce retraité si inadapté à l'évolution de la société, à qui seule l'association des anciens combattants permet d'être un peu lui-même. Les yeux dans les yeux, il n'est pas facile de condamner. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau tous ces livres qui sortent. Il faut que j'en écrive un, mais je sais pas sur quoi en fait. Peut-être sur toutes ces conneries. C'est un truc de dingue. Ah oui, il y avait Minck. Et alors, c'était bien ce qu'elle a fait. Attends, Alain Minck, le marxiste. Non mais sérieux, c'est n'importe quoi. Je me moque pas. C'est eux qui se moquent de nous. Charline a mis les FAF en PLS. Bon. Ah oui, vous allez, pour avoir un temps il faut être ministre pour écrire un livre, c'est vrai, je suis con. Surtout Bruno, alors lui, c'est... Combien j'ai écrit de livres cette année, chérie? 4. Ah, 4, putain. Merde. Faut que j'aille au ministère, des fois, ou non? Ah, d'accord, c'est bien. Bon, Minck, le dernier gauchiste, ouais. Attali, la pitié. Bon, et puis il y a ce bouquin de Pierre Rosanvallon, Les épreuves de la vie, pour comprendre la société française, le besoin de justice, ce sentiment d'injustice qui écrase, hein, le fait qu'on n'en peut plus. Le déclassement, bien sûr, la peur de la maladie, du burn-out qui est là partout, pour essayer de comprendre, hein, des gilets jaunes à aujourd'hui où on est. Pour reprendre l'expression de l'essayiste Alain Minck, qui correspond peu ou prou aux élites en place depuis 40 ans, les émotions sont appréhendées comme étant irrationnelles. On préfère s'en tenir à ce qui est mesurable, objectif, les intérêts de chacun, sauf que ça ne fonctionne plus.
Il faut maintenant laisser la place à l'émotion, le rôle central joué par l'émotion en politique. C'est ce que nous explique Pierre Rosanvallon dans ce bouquin. Et puis, on a Alain Dina, le président de Nexity, qui dit, attention, la poursuite de la hausse des prix de l'immobilier est certaine. Ah, bah, alors déjà que je ne pouvais pas manger, donc maintenant je ne peux plus me loger en fait. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, mais tiens, prends un masque. Merci. Le logement est une question centrale dans la vie des Français. Tu m'étonnes, c'est surtout le poste de dépense le plus cher, qui a explosé, qui n'est pas pris en compte d'ailleurs dans la panier de la ménagère et l'explosion de l'inflation. Et en fait, comment faire? Alors selon les prix de logement continuent à augmenter, c'est une certitude. Il y a deux phénomènes, un déséquilibre entre l'offre et la demande dans les grandes agglomérations, et puis en parallèle, depuis la crise sanitaire et l'épidémie de Covid, une part importante de la richesse du pays bascule vers l'actif immobilier. Il faut savoir en ce moment que les banques, les fonds d'investissement achètent de l'immobilier. C'est un placement, comme les Saoudiens d'ailleurs, les pétromonarchies qui ont à peu près tout le 8e arrondissement de Paris, qui y sont jamais, mais c'est eux les propriétaires. C'est comme ça. T'es riche, t'achètes de la pierre, et puis c'est comme ça. Et après, tu joues pas, c'est vide, c'est pas grave, mais c'est bon, ils font leur truc comme ça. Et alors, le président de Nexity espère que les candidats à l'élection présidentielle accorderont une place nécessaire au logement dans leur programme. Le président actuel a-t-il bien abordé la question du logement? Pas vraiment. Je ne peux pas dire qu'Emmanuel Macron n'a pas tenu ses promesses en matière de logement, et il n'en avait fait aucune. Il s'en est tout simplement pas occupé. Eh ouais. Ah ouais. Brigitte, on a refait les travaux, Touquet? Ouais, c'est là qu'on a planqué toute la thune de... Ah bah super, super. Bon bah du coup le logement je le mets pas dans le programme, le projet pardon. Ouais, non, t'as raison. Et le palais au Maroc? Aussi. Bon, bah c'est bien. Bon bah c'est bien. Je vais mettre, je vais parler de costume plutôt. Voilà, et il n'en avait rien à foutre, voilà, estimant à la fois que l'immobilier était une rente, un capital improductif, et que le logement était un problème local dont il n'avait pas à se soucier. Or, la question du logement est une question centrale dans la vie des Français. Et oui, il faut se saisir des questions de mal logement, tenir compte des évolutions démographiques et sociétales. Aujourd'hui, par exemple, un couple reste en moyenne ensemble 7 ans. Il faut reconstruire la ville sur la ville, la transformer. Le problème de l'habitat indigne persiste et ne peut se régler facilement. On parlait des bidonvilles autour de Paris dans cette revue de presse mercredi avec le scandale du plomb. Ça, effectivement, le logement, Macron s'en fout. Comme beaucoup des politiques d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment de politique là-dessus. À Paris, il y a eu un petit ballon d'essai, mais pas grand-chose. La politique de demain doit s'occuper de l'ensemble de la chaîne du logement, ce qui se pose de changer de manière de penser. Nicolas Sarkozy avait promis une France de propriétaires. Je suis pour une France de bien logés. J'ose espérer que tous les candidats à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron comme les autres, accorderont à ces sujets la place nécessaire dans le programme. Merci. C'est vrai, Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il avait dit tous les Français doivent être propriétaires, et ça, c'était 15 jours avant l'explosion des subprimes. C'est ce qui s'appelle avoir du nez. Alors, c'est vrai qu'il s'est bien occupé de l'Élysée, Macron. Hein. Le logement, il a refait la moquette, il a refait les salles des fêtes, il a tout repeint en beige, c'est dégueulasse. Il y en a pour des millions d'euros. Ça, ils ont ils sont bien amusés avec tout ça, quoi. Bonjour le chat. Mais oui, c'est Maggie, toujours là, c'est super. Salut. Alexis pour interpréter le rôle du journaliste du Figaro. C'est dans quoi ça? Un reflet de soleil. Qu'est-ce que vous racontez? Ah merde. Salut. Oui, c'est Magui le chat noir. Il est là tous les matins dans la revue de presse. Si vous ne connaissez pas encore cette revue de presse, abonnez-vous bien sûr. C'est la revue de presse du monde moderne. C'est la meilleure du monde. Hein. Voilà. C'est pas la crise du logement, non, pour les Macron, non, puisque une fois délogés de l'Élysée, ils auront le Touquet, ils auront plein de résidences secondaires pour aller s'amuser, pour faire du jet ski. Bref, puis alors, c'est les 40 ans du TGV. Le TGV à la française fête ses 40 ans avant de perdre son monopole. Oh bah merde, même là, tu vois, c'est un anniversaire pourri, quoi. Eh oui, 4 décennies pour la grande vitesse ferroviaire, mais la fin du tout TGV et du monopole, ça va compliquer les choses. Alors, le nouveau TGV va s'appeler TGV M. Je sais pas pourquoi, M comme Macron peut-être, parce que c'est une étoile filante de la politique. Je ne sais pas.
Prochaine arrivée de la concurrence à domicile. Et oui, à partir de début 2013, sous le quinquennat de Hollande, la messe est dite. L'exécutif prononce officiellement la fin du tout TGV au moment où la SNCF passe le cap des 2 milliards de passagers en TGV, grande vitesse. Un seuil est franchi, les trains du quotidien circulant sur les lignes classiques, longtemps désertés et moins fréquentés, reprennent la main. Le réseau TGV, choyé, a généré une lourde dette, 30 milliards dans les caisses du gestionnaire d'infrastructure RFF, aujourd'hui SNCF Réseau. Et puis le TGV M, 8e génération. Alors à l'époque, on faisait le TGV, les centrales nucléaires, le Minitel. Le monde était marron et orange. On avait des grosses lunettes, des costumes en tergale. Et la France était un pays de contraste, d'amour, ça débordait d'amour. C'était formidable et d'industrie. Voilà. Et puis voilà, paf. Ça va être compliqué. Hein. Donc on va avoir le président Macron qui va aller gare de Lyon pour voir la petite maquette à l'échelle. Hein, voilà. Et puis les livraisons à compter de mi-2024, négociées en raison de la crise sanitaire. Démonstration de notre focus sur l'innovation. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les échos aussi? Il y a des trucs à la fin, il faut que je retrouve. Citroën, non. Les SUV à bas coût chez Renault, super. Mécène en cascade pour le château de Fontainebleau. Karcher, mécène du château de Fontainebleau, insuffle une dimension artistique à la restauration du célèbre escalier en fer à cheval au Karcher. Allez, tac. Appel à projet auprès d'étudiants pour imaginer la bâche qui cache le chantier. Merci Karcher. C'est des pubs, ça. Et les fabricants sont confrontés à la forte baisse de la consommation de chewing-gum. On ne mâche plus. Ah ouais. 21% de baisse de vente de chewing-gum en 2020. Le télétravail, les achats en drive, la fermeture des cinémas ont pesé lourd sur leur consommation. Alors que le marché français était un des plus grands en Europe et il s'est réduit de moitié entre 2008 et 2021. Incroyable. Hein. Mars, il y a 13 ans, mettait 23 milliards de dollars sur la table pour devenir propriétaire de Wrigley. Le chewing-gum dégageait alors des marges opérationnelles à 18%, qui avaient de quoi attiser les appétits des investisseurs et des plus frileux, quand celle du chocolat touche à peine la barre des 10%. Mais le chewing-gum, c'est finito. C'est moche, c'est fini. Voilà. Histoire de start-up à la con. Et voilà, Vivendi veut s'écrire un nouvel avenir avec l'édition. Voilà, le timing est significatif. La session d'Universal Music va intervenir mardi prochain et Bolloré, Vivendi, veut acheter le numéro 3 du livre avec l'OPA sur Lagardère. C'est une logique de plusieurs années avec un groupe moins dominé par la majeure de musique et aux manettes du numéro 3 mondial de l'édition. Vivendi espère les synergies promises entre les différentes activités et les matérialiser. Alors l'idée, c'est qu'il faut virer le jeune Lagardère qui était nul, donc on lui fait un chèque et il s'en va parce qu'il est très critiqué pour sa gestion, il branle rien en fait, ils en ont marre. Donc là, Bolloré, le problème c'est que il devra procéder à des cessions d'actifs, sinon il a un monopole dans l'édition qui fout les boules en fait, puisqu'il y aurait à peu près tous les titres de l'édition en France. Donc c'est Saint-Germain est à moi, la télé c'est à moi, la radio aussi, Macron c'est à moi, Zemmour c'est à moi, tout le monde est à moi, la France est à moi, Bolloré. C'est le monsieur Burns français, il est formidable. Avec Hachette et Editis, voilà, il y a un vrai problème de loi de concurrence, puisque là, le mec a vraiment un monopole. Et vous voyez que là, en ce moment, tout est en train de s'accélérer. TF1 rachète M6, Bolloré rachète tout. On est quoi? On est en année présidentielle. Oh, je suis con. Mais oui, mais alors, ça va être qui leur candidat? Ça va être qui leur petit candidat chéri qui va faire les unes tous les mois, toutes les semaines en disant c'est lui, et si c'était lui, et pourquoi ce serait pas lui, et elle, et si c'était elle, et pourquoi ce serait pas elle, et elle est bien, non, elle, pourquoi vous prenez pas mon baril de lessive? Ça va être fou, quoi. Cette campagne va être ça va être un danger pour nous, en fait. Je vous le dis, hein, va falloir faire attention. Déjà que les mecs sont en campagne, tu croises un Montebourg dans le TER, tu sais passer. Ah, bonjour, tiens, un masque. Merci Arnaud. Bon. Ah bah c'est génial. Le théâtre du château de Fontainebleau a pris le nom du père du dictateur qui règne aux Émirats Arabes Unis. C'est formidable. C'est beau la France. On peut être fier de notre beau pays de culture. Les unes de Paris Match, voilà. Putain, non mais c'est Zob. Putain, je te jure. C'est Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La chaussure Made in France, la cristallerie de Baccarat,
merci. Je lis en même temps, hein, donc excusez-moi. Le retour de la vie à la City. Ah, on est content. Les traders montent en puissance sur les cryptos et le Bitcoin. Ouais, ça, c'est important. Les grandes firmes de trading américains n'investissent plus seulement sur les cryptos. Elles commencent aussi à s'intéresser à tout le secteur. Elles diversifient et réinvestissent leurs profits dans un marché à fort potentiel. Jump Trading, qui est le trader le plus rapide de Chicago, est le plus actif dans le secteur des cryptos. Il vient de lever 350 millions de dollars pour y investir exclusivement. À 29 ans seulement, Sam Bankman-Fried est déjà un leader des cryptos avec une fortune estimée à 7,2 milliards de dollars par Forbes. Cet ancien trader de l'une des plus grandes et plus anciennes firmes de THF, Jane Street Capital, a lancé sa plateforme de trading FTX en 2019 et le succès est fulgurant. Bravo! Tu vois, les cryptos, il faut acheter sa plateforme pour vraiment se faire des mailles. Voilà. Des instruments financiers complexes que réclament les institutions. Family Office, et donc ça va aller, ça va aller. Et non, ben voilà, c'était tout ce qu'il y avait. Les échos patrimoine, ça vous intéresse ça? Le peintre contemporain qui monte. Quels fonds pour miser sur la transition énergétique? Alors, 6 fonds climatiques à la loupe, ça se passe bien, donc tu peux savoir où mettre ta thune quand tu sais plus quoi en foutre. C'est super les échos. Quand les gérants d'actifs s'emparent des thématiques sociales. Ah oui, investir éthique, ce n'est pas seulement se soucier du changement climatique, il existe aussi une dimension sociale que les particuliers peuvent désormais s'approprier via des fonds dédiés. Ils revêtent plusieurs dimensions comme la santé, l'emploi, mais aussi la solidarité. Ah, c'est beau. Ouais. La préoccupation, c'est le retour des fonds d'action française. Merci, tout ça. Et puis, pour finir, on va pas rater ça quand même, c'est Libération. Alors, lui aussi, il nous parle bien sûr des sous-marins. Mais il y a surtout, à ne pas rater, une interview de Finkielkraut. Ouais. Alors, Finkielkraut, ouais. Allez. Comment le philosophe là qui adore les femmes là qui dit allez je peux mettre la main au cul là j'ai le droit hein. Je sais pas pourquoi je fais l'accent belge pour parler de la film de Groot. Je sais pas allez j'avais envie à l'aise hein. Allez salut Isa salut alors parce que beaucoup je peux parler de ouais moderno parler de Finkielkraut. Adhère quelqu'un, c'est un sacré philosophe, lui dit. Hein. Il a des idées. Hein. Alors, il raconte dans Libération. Non, je vais arrêter, putain. Oui, si, c'est l'accent flamand. À Flamdonk. Hein. Alors, évidemment, mais alors, vous ne connaissez pas, vous, l'accent flamand comme ça? Alors, c'est vrai. Il parle comme ça, ouais. Il parle comme ça. C'est flamand. C'est l'accent flamand. Tu vas te prendre à cancel. Ah oui, mais non, on a un ami qui s'appelle Didrik qui fait aussi du théâtre et qui parle vraiment comme ça. Voilà, donc c'est un hommage à Didrik. Et il adore quand on fait son accent, ouais. Alors, pour cette image, c'est pas raciste, faut arrêter. C'est un accent flamand et Didrik adore quand on l'imite. Ah mon Dieu, rien de raciste là. Il n'y a pas qu'un seul accent, il y a plein d'accents. L'accent de Namur, l'accent de Bruxelles, l'accent du Brabant, l'accent de... Vous avez plein d'accents. Et c'est des beaux accents. Mais non, c'est pas raciste, c'est une imitation d'un accent. Enfin, faut arrêter là. Si on peut plus faire des accents. Belge, flamand. En plus, alors que c'est Didrik, c'est de la glottophobie. Voilà, ça c'est de la glottophobie. Voilà, on ne peut pas se moquer des accents. Ah bah allez, on va pas se moquer des accents alors. Ça va loin, ça va très loin. C'est l'accent de Liège. Donc alors on va parler comme une crotte. Hein. Je ne suis ni un scrognogno ni un peine à jouir. Hop, dans son dernier essai, le philosophe spécialiste des sorties de route outrancières et des accents belges foireux s'en prend violemment au mouvement féministe, antiraciste, écologiste, les accusant de totalitarisme et s'enferme dans une vision nostalgique du passé. Quand même, Finkielkraut, il a parlé dans son livre de shoaisation de la main aux fesses. Vous ne franchissez pas une ligne rouge en voyant votre propre intolérance à celle que vous dénoncez ?
Non, non, non et non. Frédéric Détu, spécialiste des crimes de masse, a comparé le récit d'Adèle Haenel au témoignage de Primo Levi, ce qui, à ma connaissance, n'a choqué personne. Au lendemain de l'émergence de MeToo, je suis allé rendre visite à Philippe Roth. Je lui ai appris qu'Elie Wiesel est accusée de comportement inapproprié par une femme. Il a ouvert sa tablette et nous avons lu les propos de cette femme. C'était en 1987, lors d'un gala de charité. Le rescapé a glissé la main derrière son dos et lui a caressé les fesses. La victime absolue, nous dit-elle, est alors passée dans les camps des bourreaux. Et aujourd'hui encore, cette femme ne s'en relève pas. C'est elle donc qui m'a soufflé l'expression « shoaisation de la main aux fesses ». Quand je vous dis qu'on vit dans une caricature, c'est... Bon, bah... C'est de l'humour alors, hein, comme vous avez déclaré sur le plateau de LCI, violer, hein, je dis aux hommes, violer les femmes, moi je viole la mienne tous les soirs. Et oui, Phil Kunkraut avait dit ça, il a été viré de LCI depuis. Je veux bien qu'on n'aime pas cette plaisanterie, mais je ne comprends pas qu'on puisse la prendre au pied de la lettre. Caroline Dehaze venait de dire que je faisais l'apologie du viol. Je lui ai répondu en appliquant la jurisprudence Cyrano de Bergerac. Vous me dites que j'ai rallonné, eh bien pas du tout, il est énorme, c'est un cap, c'est de l'humour, voilà. Notre époque est aussi celle de l'humour d'après l'humour. L'amour après l'amour, l'humour après l'amour. Phil Kunkraut après Phil Kunkraut. Alors, et quand vous déclarez sur LCI à propos de l'affaire du Hamel, il faut savoir s'il y a consentement ou non. Vous ironisez aussi, ironique qui vous a valu d'être remercié par LCI. Le poète Bernard Delvaille a dit « Je n'ai jamais hué personne. J'ai fait de cette phrase ma maxime de vie. Peut-être en raison de mes origines, je ne participerai jamais à un lynchage. Reste que le comportement d'Olivier Duhamel est inexcusable. Je l'ai dit en citant le père d'Albert Camus. Un homme, ça s'empêche. Mais la justice aussi, ça s'empêche. Son rôle n'est pas d'assouvir la passion justicière. Son rôle est de la civiliser en cherchant à savoir ce qui s'est exactement passé. Quel âge avait la victime au moment des faits? Y a-t-il eu violence physique ou verbale? Ces questions sont aujourd'hui perçues comme de véritables scandales. Ce n'est pas un progrès, mais une régression de la sensibilité et de l'intelligence. Ah ben, sacré Finky. Et vous dénoncez aussi la dictature de l'idéal égalitaire. Qu'entendez-vous par là? L'égalité est une valeur, mais si elle sort de son lit, l'égalité mène au nihilisme. Alors, est-ce vraiment le wokisme qui menace la démocratie, Alain Finkielkraut? Alors, non, ce n'est ni résiduel ni marginal. Le phénomène est en expansion. Les studies qui prolifèrent en France sur le modèle américain ne relèvent pas de la recherche, mais de l'idéologie. Quand les femmes écrivent « Polanski boit nos règles », je suis effrayé par cette barbarie. Quand Virginie Despentes écrit dans Libération que Polanski n'a pas été récompensé bien que violeur, mais parce que violeur, je n'en crois pas mes yeux. C'est tout le paradoxe de notre situation. Dans le camp nazi de Theresienstadt, alors putain, mais le mec, il te fait quand même des parallèles, des points Godwin à chaque phrase, quoi. Et personne ne le reprend, quoi. Les détenus ont profité de la très relative liberté dont ils jouissaient parce que le camp était visité par la Croix-Rouge pour composer les œuvres qui leur permettaient, comme l'écrit Kundera, de déployer l'éventail de sentiments, des idées et des sensations. Dans notre monde relativement pacifié, qui devrait être propice à la nuance, l'inverse se produit. Tout est réduit à la dimension de l'horreur. Dans Libération toujours, Mona Chollet affirme que le monde de l'amour hétéro ne fonctionne que lorsque les femmes ferment leur gueule. Où a-t-elle pris ça? N'y a-t-il pas aussi des hommes tournés en bourrique, des hommes humiliés, anéantis, dévastés par le chagrin de la rupture? Nous n'en sommes plus à l'époque où Madame de Staël pouvait écrire « L'amour est l'histoire de la vie des femmes, c'est un épisode de la vie des hommes ». Ben oui, pourquoi pas. Enfin, j'ai du mal à suivre, mais... Alors, vous allez voter pour qui en 2022? Sandrine Rousseau? Anne Hidalgo? Ah, ils sont à Quinlibé. Je ne voterai ni pour Sandrine Rousseau, ni pour Jean-Luc Mélenchon, ni pour Anne Hidalgo. Mais c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche. La gauche ouvrait les yeux sur les injustices, elle les ferme aujourd'hui sur la réalité. Elle combattait l'antisémitisme, elle fait en nazifiant Israël de l'antisémitisme une modalité de l'antiracisme. Elle voulait accomplir par l'égalité des chances à l'école la splendide promesse faite aux tiers États. Elle détruit l'école par égalitarisme. Elle défendait la laïcité. Elle l'accuse maintenant d'être islamophobe, etc., etc. Alors vous n'êtes plus de gauche, hein? Vous n'êtes pas non plus un réactionnaire, vous êtes quoi? Moi,
Et pour moi, le féminisme est une bénédiction. Quand la femme était condamnée au foyer et avait pour vocation quasi unique de faire des enfants, le printemps fugace de l'amour ne pouvait pas se prolonger entre le mari et l'épouse. La libération des femmes est une chance pour l'amour. Un risque aussi, puisque indépendantes financièrement, elles peuvent divorcer quand elles veulent. Hein. Mais je rends grâce au féminisme d'être perpétuellement étonné par celle avec qui je vis. Et je constate que le combat a changé de sens depuis qu'il va chercher le sexisme dans la langue et qu'il veut introduire l'absurde bégaiement de l'écriture inclusive. Incroyable. Eh ben dis donc. Et il finit par dire « Non, je ne suis ni un grogneux, ni un peine à jouir, et la vie m'offre autant de moments d'allégresse que d'occasions de gratitude. » Merci, merci. En fait, on s'en bat les... Mais bon. Ah, puis quand même, cette nouvelle, Macron et la chasse aux oiseaux. Alors, vendredi, il était à Marseille pour dire « Ouais, c'est super, on a des congrès mondiaux de la nature. » Et là, il vient de signer des décrets pour qu'il y ait environ plus de 110 000 oiseaux qui soient massacrés avec la chasse au filet. À la cage. Voilà, c'est formidable. Des décrets arrêtés publiés sur le site du ministère de la Transition écologique, voilà, qui autorise pour la saison 2021-2022 le piégeage de 106 500 alouettes au moyen de pentes, des longs filets horizontaux et de matolls, des cages tombantes dans les départements des Landes, Gironde, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, et 1200 vanneaux huppés, 30 pluviers dorés et 5800 grives et merles qui vont ainsi être massacrés pour le plaisir de la chasse, puisqu'on ne bouffe pas vraiment. Songez qu'il existe une Madame Finkielkraut. Oui, c'est chouette. C'est quand même super chouette. Donc merci le champion de la Terre, hein, qui décidément aime beaucoup les oiseaux. Beaucoup, tout. C'est vrai, quand tout va mal, pensez à Madame Finkielkraut. Oh, il sacrifie Finkielkraut quand même. Mais t'imagines, la matinale de France Inter qui est devenue le Comedy Club en vogue, quoi, entre Blanquer et le mytho. Hier, Alain Minck, le marxiste, Finkielkraut sur les femmes. Enfin, c'est dingue. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse. C'était la dernière de la semaine. Nous sommes vendredi 17 septembre. Il est 10h26. Il est temps peut-être de vaquer à d'autres occupations. La danse, le théâtre, que sais-je encore, la lecture, le sport, le travail aussi, ce travail, cette façon de faire où il faut toujours produire des choses. Moi, je produis de l'amour, moi, je produis du lien, je produis finalement de la poésie un peu, voilà. J'espère que ça vous plaît. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui nous suivent nouvellement. Merci les nouveaux. Je vous dis à lundi, merci pour ce moment. Et aussi, je voulais vous dire quand même une chose, c'est que le 22 et 23 octobre, je vais être au théâtre pour les Parisiens, là, à Maison-Alfort, avec L'Homme qui tue Muammar Kadhafi au Théâtre Studio. Je mettrai le lien un peu partout sur mes réseaux pour ceux qui sont à Alfortville, pardon, j'ai dit Maison-Alfort, c'est Alfortville, 22 et 23. Et donc, je vous y invite. Et puis, demain, samedi, 19h30, la nouvelle émission sur RT France, le duel des éditos, où chaque semaine, je serai face à Jacques de Guibon pour se fighter façon édito sur l'actualité de la campagne présidentielle, mais aussi l'actu politique. C'est donc demain à 19h30 et puis rediffusé tout le week-end. Ne ratez pas cette première. Elle est vraiment chouette, cette émission. Je pense qu'elle va cartonner, je pense, autant que cette revue de presse du matin. J'ai un rendez-vous à 14h30, absolument. Kitch Norris, que je ne connais pas. Oui, il faut que je trouve comment on va faire ça. Je vais essayer. Merci Barbara. En tout cas, merci à tous. Passez un bon week-end et à lundi et continuez de prendre soin de vous. Voilà. Allez, ciao.